mais que dans le même temps, le tribunal administratif autorise certaines manifestations, à un moment donné, tout le monde est démuni pour Vous arriver à avez- endiguer ce fléau. moi, j'ai une idée et ça ne demande même pas de loi. Aucune loi, pas besoin de changement. Vous avez les casseurs a priori, c'est-à-dire en amont d'une manifestation et a posteriori pendant une manifestation. A priori, il faut déclarer les Black Blocs et tous les antifas comme des terroristes. Parce que de toute façon, ce sont des gens qui rentrent dans les qualifications juridiques. Lorsque vous venez manifester votre idéologie par le biais d'une violence, vous rentrez dans les qualifications du code pénal comme des terroristes. Et là, ça veut dire que les policiers ont les moyens exorbitants du droit commun pour les arrêter. On va me donner la même chose à chaque fois. On va me dire les antifas, les Black Blocs ne sont pas organisés comme association. Al-Qaïda n'est pas organisé comme association. Daesh non plus. Et pourtant, on a pu les qualifier comme des terroristes. Donc on peut faire la même chose pour les Black Blocs et pour les antifas. Ça, c'est le premier élément. C'est-à-dire que les policiers pourront les arrêter préventivement, auront tout un arsenal juridique. Est-ce que ce n'est pas déjà ce qu'ils font? Non, ils le font C'est-à-dire, pas. il y a des armes qui sont saisies avant certaines Eh ben, manifestations. ils le font en partie, mais pas totalement. Et moi, je pense qu'il faut aller jusqu'au bout, parce que vous avez toujours 3000, 4000 personnes qui sont toujours les mêmes, qu'on peut arrêter. Donc ça, c'est a priori. A posteriori, c'est-à-dire pendant une manifestation, quand vous avez des gens qui, notamment à Sainte-Soline, vient taper du policier, etc., je pense qu'il faut changer les consignes dans une circulaire et que le ministre de l'Intérieur permette aux policiers d'aller les charger, d'aller les appréhender et ensuite après pouvoir les coffrer. Et ensuite après, il reste une seule chose, c'est que la justice fasse son travail et arrête de les relâcher après une simple rappel à la loi, etc. Donc une fois que vous faites tout ça, vous n'avez même pas besoin de changer n'importe quelle autre règle juridique. Il suffit juste d'appliquer un principe, c'est la loi et l'ordre. Il faut juste que le ministre de l'Intérieur et le ministre de la Justice fassent passer une consigne en disant la justice devrait plutôt se pencher comme ça en qualification des faits sur ce type d'action et le ministre de l'Intérieur doit permettre aux policiers de pouvoir les arrêter préventivement. C'est peut-être un vie d'ailleurs sur ce plateau n'est pas mis en place de manière très prégnante. Il y a la lutte contre le trafic de drogue, il y a aussi l'immigration. Faut pas, quand vous regardez la localisation de Valence, il y a un point qui est très précis, ce sont autour des grandes agglomérations. C'est-à-dire qu'avant, l'immigration se concentrait principalement dans la banlieue parisienne, notamment en Seine-Saint-Denis, pour ne pas nommer le département. Ensuite, après, ce qu'a montré Christophe Guilluy, dans le temps des gens ordinaires, c'est qu'en fait, les policiers arrêtaient les délinquants, qui eux vieillissaient en prison, et étaient remplacés par de nouveaux délinquants qui arrivaient via l'immigration. C'est comme ça que ça se déroule, le schéma. Et ces personnes-là, comme l'a très bien décrit Pierre-Henry, sont attirées par l'argent dit facile. Et les gens sont des gens qui sont très rationnels. Ils se disent, en faisant ça, les peines sont très faibles, voire quasiment pas exécutées. Si par cas, j'arrive à me faire attraper, j'ai eu l'occasion de faire ce que mes parents gagnaient en un mois, j'ai l'occasion de le faire en 2-3 jours. Forcément, ils vont le faire, tant que le modèle sera attractif. Donc le seul moyen pour qu'ils arrêtent le trafic de drogue, c'est que le modèle ne soit plus attractif. Et pour rendre le modèle inattractif, il faut y aller très fort. Ça repose sur 3 points. Un, c'est reconquérir les territoires, le territoire qu'a décrit Georges Fenech. Les quartiers perdus de la République. Les quartiers perdus de la République, vous appelez ça comme vous voulez, en tout cas les quartiers de non-droit auxquels la police ne peut plus rentrer. Donc il faut y aller très fort. Ensuite, après, il faut tout casser et tout reconstruire sur ces quartiers-là. De toute façon, ces habitants-là ne redoutent pas le changement, ils l'attendent. Ensuite, après, sur le trafic de drogue, il faut faire exactement ce qu'a fait aux États-Unis avec les grandes mafias. C'est-à-dire, vous déclenchez un grand plan, vous réunissez les acteurs de la police et les acteurs de la justice, vous dites maintenant, on va balayer le trafic de drogue, et ensuite, après, il ne reste plus qu'un acteur à faire intervenir, c'est le ministère des Affaires étrangères et les sanctions diplomatiques. Ça veut dire que sur tous les endroits de pays producteurs de drogue, il faut leur dire, si vous continuez à permettre à de la drogue d'arriver en France, on vous sanctionne économiquement, on vous sanctionne diplomatiquement, on vous met au banc des nations, on vous coupe l'aide au développement, et si vous continuez à nous fournir un seul pet ou quoi que ce soit, on vous met des sanctions commerciales qui vous sanctionnera tellement que votre population va mourir de faim. Alors, ce sont les villes moyennes, et puis ensuite les plus petites villes, et peut-être même demain les villages qui seront touchés. De toute façon, il faut trouver des clients en permanence. De toute façon, je pense que la pensée de gauche nous a tués. C'est-à-dire, les gens se plongent dans la drogue parce qu'ils sont bêtes, parce qu'ils ont eu des problèmes sociaux quand ils étaient petits ou c'est des problèmes de leurs parents. Non, tout simplement, ce sont des types qui sont intelligents. Ils vont faire du fric là où ils peuvent faire du fric. Donc là où il y aura des consommateurs, ils iront faire du pognon. S'il y a des gens qui veulent acheter dans un petit village rural et qui considèrent que c'est rentable d'aller faire le trajet pour vendre un pet, ils le feront. De toute façon. Et donc, du coup, aucune ville en France n'est épargnée là où il y aura des consommateurs. Moi, je pense qu'à un moment, il faudra poser la question de s'attaquer aux consommateurs. Mais pour l'instant, le sujet principal, c'est d'assécher le trafic. Et pour assécher le trafic et pour assécher la violence, il faut s'attaquer grandement à ce sujet-là. Moi, je pense que le sujet essentiel, premier plan, c'est la reconquête des territoires perdus de la République. Et pour ça, il faudra lever un tabou, c'est de mettre en place un état d'urgence dit localisé. Moi, je prends le même exemple.
François Hollande était le président le plus mou de toute l'histoire de la Ve République. En un week-end, le week-end du 13 novembre, il a réussi à saisir 5000 armes à feu, arrêter je ne sais pas combien de trafiquants de drogue, etc., sous motif des arrestations des attentats du 13 novembre 2015. Et donc si François Hollande l'a fait, vous allez me dire que Darmanin ne peut pas le faire, que Emmanuel Macron ne peut pas le faire, aucun homme politique ne peut pas le faire. Moi, je pense que c'est un exemple pour tous les hommes politiques. Le président le plus mou a réussi à le faire. Regardez-vous dans une glace si vous n'arrivez pas à le faire. Juste un mot pour conclure sur c'est un cri violent de protestation. On s'en prend aux arbitres, on leur crache dessus, on les insulte, on les frappe. Non, attendez, ce que je dis là, c'est insupportable. Hein. Bien sûr. Évidemment, ça n'excuse en rien par rapport à ce que j'expliquais. Hein. J'expliquais justement la notion du sport. Mais on essaie de comprendre en quelques secondes, William. Mais bien sûr, le point que vous évoquez était le bon parallèle. C'est-à-dire que des gens mettent l'arbitre comme forme d'autorité et l'attaquent. Donc, comme ils attaquent les élus, les pompiers, etc. Voilà. Et donc, du coup, ils manifestent une violence, mais c'est le reflet de la société. L'arbitre qui est intervenu avait parfaitement raison. Moi, je pense qu'il y a deux sujets essentiels. Le premier, c'est que la radicalisation qu'on retrouve dans la société se retrouve également dans le milieu du sport. Et quand vous jouez au basket et au foot en Ile-de-France, vous savez où est-ce que sont les endroits à problème. J'ai joué. Et donc, du coup, les gens savent. Vous avez des clubs dans certaines cités qui posent plus de problèmes que d'autres. Et les présidents d'associations font un travail exemplaire, les présidents d'associations. Ça a été de tout temps, William. Sauf qu'aujourd'hui, les problèmes ressurgissent. Mais c'est le point essentiel. Comme ils vivent des cotisations de leurs membres et des subventions d'une mairie en fonction de leur nombre d'adhérents, ils n'osent pas exclure les éléments les plus radicaux parce qu'ils peuvent avoir des problèmes à la sortie. Et je pense qu'il faut évoquer certains sujets, notamment certaines questions culturelles dans les milieux sportifs et associatifs. On marque une pause, on se menace, effectivement. Là, c'est un échec pour la République. Et ça rejoint ce que l'on disait sur les terrains de foot tout à l'heure, avec l'autorité et l'État qui est attaqué. Tous les sujets sont liés. Les élus sont victimes de davantage de violences, comme, vous l'avez dit, les arbitres, comme les pompiers, comme les forces de l'ordre, comme les représentants de l'État, et comme l'ensemble des Français, parce que la société devient de plus en plus violente. Et en conséquence, il y a deux moyens d'action possibles. Soit vous dites, on éteint le truc, on n'en parle pas parce qu'on ne va pas attiser les haines, etc., et t'auras pas ma haine et les discours classiques, soit on s'y prend véritablement. Moi, je pense que le sujet essentiel, c'est comment faire appliquer la loi et l'ordre en France. Si par cas les maires ne sont pas en capacité de pouvoir exercer leurs fonctions, c'est comme les arbitres au foot. Qui va assurer les fonctions municipales ? Qui va faire en sorte que vous ayez des services publics de proximité? Qui va répondre aux demandes du quotidien? Qui va répondre aux demandes de logement? Qui va répondre aux demandes d'emploi municipal? Qui va faire en sorte que votre voirie soit entretenue? Donc, au bout d'un moment, il faut réfléchir pour ces personnes-là qui agressent les maires. Ensuite, après, il y a un deuxième volet qui est beaucoup plus répressif. C'est-à-dire que quelqu'un qui s'attaque de manière à un élu ou à un autre, ou à un représentant de l'État, je pense, doit être sanctionné encore plus durement que les violences traditionnelles. Parce que lorsque vous attaquez à un représentant de l'État, vous attaquez à la République et vous attaquez à la France, et donc vous exposez à des sanctions qui doivent être exorbitantes. Moi, je pense qu'il faut élargir les sanctions, parce que des personnes qui s'attaquent à des élus, est-ce qu'ils peuvent être réintégrables dans une société à court terme ? C'est une question qu'il faut poser. On pose davantage la question de la réinsertion des délinquants que la sécurité des élus. Et donc, on a inversé le paradigme. Tant qu'on ne fera pas un changement culturel, on arrivera au même phénomène. Toujours les mêmes sujets, toujours les mêmes violences et toujours les mêmes causes qui produisent les mêmes effets. Sur tous les deux, William T. Ouais. Enfin, on a quand même la Première ministre qui dit il n'y a pas de pause quand le président dit 2 jours avant il faut faire une pause. Et ce n'est pas la première fois qu'il y a des problèmes de communication. Elisabeth Borne avait fait une sortie au Monde qui était une attaque indirecte contre le président de la République. Moi, j'ai un conseil à donner à Macron. Il est très simple à appliquer. Il faut virer Borne. Elle est nulle, elle n'est pas à sa place. Voilà, elle n'est pas à sa place, elle n'a rien compris. C'est un peu direct, non ? Ah, mais de toute façon, Elisabeth Borne, on va faire son parcours. C'est la nana qui a été ministre de l'Environnement. Ouais, quand même. Oui, mais quand vous avez des personnes qui sont pas bons, il faut le dire. C'est la personne. Quand même. C'est la Premier ministre. On parlait justement des violences. C'est la personne qui s'est félicitée de la fermeture de Fessenheim et qui a signé le décret de Fessenheim et qui ensuite vient nous expliquer. Ça, c'est la bassesse politique. Vient nous expliquer avant l'hiver qu'on allait faire du délestage. C'est la personne qui a conseillé à Emmanuel Macron de ne pas faire la réforme des retraites en septembre et qu'il fallait attendre pour rassembler un front syndical uni derrière elle. Elle a tellement rassemblé le front syndical que c'était contre elle. Tous les syndicats se sont mis contre elle. Elle a tellement bien rassemblé, tellement bien vendu la réforme des retraites qu'Emmanuel Macron, s'il continue à tomber, il va finir par trouver du pétrole. On va devenir riche en pétrole si ça continue comme ça. Donc il faut qu'il la vire. Elle est nulle, elle n'est pas à sa place. Et je vais expliquer pourquoi sur la matière écologique. Emmanuel Macron a compris le sujet. Vous avez la Chine qui est en train de subventionner son industrie, notamment en panneaux photovoltaïques, qui sont dominants sur le marché, qui sont en train d'inonder l'Union européenne de marchés. Et donc, on est en train de subir la concurrence déloyale des Chinois.
De l'autre côté, vous avez les États-Unis avec Joe Biden qui applique une nouvelle politique qui s'appelle l'Inflation Reduction Act et donc qui est en train de subventionner sa production industrielle verte. Vous avez Volkswagen et d'autres acteurs de la construction automobile électrique qui sont en train de partir aux États-Unis, notamment parce que les subventions américaines sont beaucoup plus alléchantes. Pourquoi est-ce qu'ils quittent le territoire européen ? Parce que les États-Unis les payent pour produire, alors que nous, on les contraint de produire avec des normes, avec des réglementations et tout le patatras qui est en train de nous couler comme la barrière écologique. Et donc, si ça continue comme ça, on n'aura plus d'automobiles, on n'aura plus d'usines. Et donc, il faut virer toutes les personnes qui ont écouté les escrologistes. Lorsque vous avez Emmanuel Macron qui dit qu'il faut faire une pause écologique, et vous avez les escrologistes qui disent « Ah non, c'est une horreur », eh bien, il faut continuer. Pourquoi ? Parce que lorsqu'un escrologiste n'est pas content, c'est la France qui gagne. C'est tout de même violent. Ce que vous promettez à la Première ministre, elle est nulle. C'est presque diffamant, William T, pour la Première ministre. Elle reste en place pour une seule raison, et toutes les personnes qui connaissent Macron vous le disent. Elle reste en place parce qu'il ne faut pas battre le record de Édith Cresson. C'est tout. Voilà, c'est tout. Elle reste pas parce qu'elle est talentueuse ou parce qu'elle apporte beaucoup de choses pour la République. Votre sentiment, Georges Fenech, de l'écologie et de l'environnement. Mais Macron s'est trompé sur le commerce international pendant des années. Et là-dessus, pour une fois qu'il a changé, il y a des gens de son propre camp qui nous tirent dessus alors que la France commence à gagner. Non, mais ce qui est certain, c'est que vous avez des écologistes qui nous ont rabâché les oreilles pendant des années qu'il fallait fermer toutes les centrales nucléaires, que les centrales nucléaires étaient bonne pour la poubelle, etc. Et maintenant, on voit bien que justement le nucléaire est peut-être un des moyens les moins hostiles à la nature, si je peux parler ainsi, et qu'il faut au contraire relancer le nucléaire pour déjà assurer peut-être une souveraineté énergétique qu'on perd de plus en plus, et ainsi assurer quand même de l'électricité, puisque vous avez ces mêmes écologistes qui vous rabâchent les oreilles pour vous dire qu'il faut passer à la voiture électrique. Si vous n'avez plus de centrale nucléaire, je ne sais pas comment vous allez avoir des voitures électriques. L'électricité, vous allez. Je ne sais pas pourquoi vous n'allez pas l'accueillir. Je ne sais pas pourquoi vous les gardez. Je sais pas pourquoi vous les gardez bornes, parce que Emmanuel Macron a annoncé la construction de 13 EPR. Vous savez que la loi qui a été promulguée par Elisabeth Borne et qui est toujours en vigueur prévoit une réduction du parc nucléaire à 50% de la production industrielle. Donc Macron veut construire des centrales nucléaires et Borne veut le bloquer. Donc vous voulez garder Borne. Non, je ne veux pas garder Borne. Non, mais ce n'est pas uniquement pour des raisons du record d'Édith Cresson, tout de même. Si la politique, c'est ça, William T. Non, mais attendez, ce qu'on disait, c'est grave quand même. C'était respecter le titre, respecter le fait que les premiers ministres. Mais elle doit pas être on ne parle pas du Premier ministre ainsi. On parle justement des violences, on parle du père de l'autorité. Pas tous en même temps. Allez-y, Pierre-Henri Bovis et après William. On parle de la perte d'autorité sans cesse sur ces plateaux. On parle du fait que des individus de plus en plus nombreux s'en prennent au costume, à l'image que peuvent incarner des personnes. C'est pas pour que sur le plateau on insulte. William T, je vous laisse conclure sur le sujet avant d'évoquer l'inflation. Mais c'était peut-être un dérapage. Mais moi je pense que tout simplement, parfois, je me suis montré assez dur contre le président de la République, Emmanuel Macron en l'occurrence. Et quand il fait des bonnes décisions, il faut saluer. Sur l'industrie, sur la produire vert, pour lutter contre l'IRA américain et contre la concurrence déloyale chinoise, il a raison. Et donc il s'oppose contre tout le monde, contre ses amis européens et contre son propre camp. Et en l'occurrence, parfois il faut le soutenir et donc attaquer les personnes qui essayent de le bloquer dans son chemin. Et je pense que donc du coup, les personnes qui nous bloquent conduisent au malheur français. Et ça fait partie du cas d'Elisabeth Borne, qui, je pense, ne fait pas honneur à la cause des femmes, parce que lorsque vous êtes pour et lorsque vous êtes féministe, eh ben vous espérez qu'une femme reste à son poste parce qu'elle est talentueuse et non pas uniquement grâce à son genre. Bon, je ne pense pas que ce soit partout en Europe. C'est pas totalement exact. Pourquoi, William T ? Le prix de l'alimentation n'ont pas monté à cause de la guerre en Ukraine, parce que les prix de l'alimentation ont augmenté avant la guerre en Ukraine. Les prix d'alimentation ont monté... On n'a pas pu les baisser à cause de la Non, mais vous allez voir. Parce qu'en fait, la crise sanitaire a conduit à un confinement et à un arrêt de la production mondiale. Donc la Chine a arrêté de produire et l'ensemble des pays ont arrêté de produire. Et lorsque vous arrêtez de produire, eh ben les produits mis en circulation sont inférieurs à la demande. Et lorsqu'on a réouvert tous les pays, eh ben la consommation est repartie. Et donc la demande, c'est-à-dire que le souhait des produits achetés par les gens était supérieur à la production. C'est ça qui a créé le décalage entre ce qu'on appelle l'offre et la demande. Et c'est ça qui a créé ce point-là. Et c'est pour ça que moi j'en veux à Elisabeth Borne. Peut-être que j'étais trop dur dans les mots employés, mais elle était pour une autre politique. Elle était pour ce qu'on appelle le délestage et donc la mise à mal de notre production. C'est-à-dire réduire la production pour arrêter notre consommation énergétique. Or, moi je pense que c'est tout le contraire qu'il faut faire sur l'inflation. Plus vous produisez de produits, et ben plus vous avez de produits mis en circulation,
plus le nombre de produits sera supérieur à la demande et donc les prix vont baisser. C'est comme ça en fait que les Chinois ont baissé l'inflation. C'est parce qu'ils ont arrêté la politique de zéro Covid et ils ont mis plus de produits en circulation sur le marché. C'est comme ça que ça marche. Tous les économistes vous le diront. Il y a un décalage entre l'offre et la production et tant qu'il y a un décalage entre l'offre et la production, l'inflation continuera à augmenter. Et donc du coup, le sujet essentiel, c'est comment faire repartir la production industrielle et notamment agroalimentaire en Europe. Or, dessus, on a des ennemis de l'intérieur. Les écologistes, avec les normes environnementales, les réglementations, etc. L'Union européenne, avec tous ces losers qui nous empêchent de produire, ils se sont trompés sur tout depuis 10 ans. Et ces personnes-là nous empêchent de faire une grande nation agricole. Si vous avez une grande nation agricole, vous êtes autosuffisant sur les produits alimentaires et vous avez une population en surabondance qui payera moins cher ces produits. C'est ce qui se passe par exemple aux États-Unis. Cela dit, l'envolée du prix de l'énergie.